Bonjour, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui afin de vous dicter aujourd'hui. Je vais vous dicter parce que ce sont 6 pages que j'ai écrites et qui sont très longues et je n'ai pas eu le temps, malheureusement, excusez-moi. Je ne suis qu'un être humain, je ne suis pas une machine. Je n'ai pas eu le temps de les étudier par cœur, de les apprendre par cœur et de vous les livrer comme cela directement comme je l'ai fait jusqu'à présent. C'est la 56e conférence, il n'y en a qu'une seule aujourd'hui, et elle a attrait à la tradition occulte de l'Atlantide. Donc euh, c'est un exposé que j'ai écrit, longuement écrit, certaines nuits, là, ces jours-ci, et que je vais donc vous lire. Ne soyez donc pas euh, effrayé par le fait que je regarde de temps en temps mes notes. Vous serez gentil de me pardonner. Merci. Je commence. Dans les races, race, c'est pas dans le sens péjoratif, hein, c'est dans le sens systémique, hein, en tant que système. Dans les races ou humanités antérieures à la nôtre, donc nous sommes la 5e race. Vous devez savoir que nous sommes la 5e race. Il y eut donc une première race ou humanité, la race polaire, qui est une race éthérée. Donc vous verrez tout à l'heure, je vous en parlerai un peu plus longuement de ces races éthérées, et vous comprendrez comment elles vivent et comment elles meurent. La deuxième race est une race ou humanité hyperboréenne, donc également éthérée. La troisième race ou humanité est une humanité totalement éthérée, fantomatique et surtout issue de la sueur, jusqu'à la séparation des sexes, il y a 18 millions d'années. Donc, la séparation des sexes se situe il y a 18 millions d'années, à la fin de la 4e sous-race de la 3e race lémurienne. Ensuite, il y aura la 5e sous-race, 6e, 7e sous-race de la 3e race, puis il y aura à nouveau la race Atlante, il y a la race Atlante, ou l'humanité Atlante, faite de 7 sous-races successives. Alors, cette 4e race, la race Atlante, a été frappée par de nombreux déluges, notamment 3 qui sont les plus puissants. Le premier a eu lieu il y a 8 millions d'années, à la fin du Miocène. Le deuxième déluge a eu lieu il y a 850 000 ans, en plein Pléistocène moyen. Et le troisième déluge a eu lieu il y a, selon Platon, 11 600 ans, à partir d'aujourd'hui. Ensuite vient la 5e race, la race aryenne, qui est notre race, qui est la nôtre. Alors, les 4 premières races, polaires, hyperboréennes, lémuriennes et atlantes, ont des pouvoirs psychiques incommensurables, notamment la 3e et 4e. Ils dominent les 4 éléments, car ils viennent de sortir de la semence éternelle de l'être. Il s'agit surtout de la 3e race, après la séparation des sexes, et de la 4e race atlante. Leurs possibilités occultes sont donc énormes. Énormes. Car certains de leurs savants sont encore au niveau de la descente et ont des pouvoirs qui dépassent tout ce que les autres humains possèdent. Ils sont donc capables de soulever des blocs de pierre de plusieurs tonnes et de les ajuster au millimètre près les uns sur les autres, comme ce fut le cas pour les pyramides du plateau de Gizeh. Cette élévation de ces blocs de pierre gigantesques de plusieurs tonnes
se fait grâce à leur force et maîtrise psychique. Donc ce sont les maîtrises psychiques excessivement avancées qui ont fait que les pyramides se sont constituées. Les blocs ont été ajustés au millimètre près par leur pouvoir psychique, le pouvoir psychique des ingénieurs de ces races, de cette race atlante. Notre race aryenne, qui découle de la civilisation atlante, a perdu ses pouvoirs psychiques, mais commence à constituer et à agrandir ces pouvoirs mentaux que les précédentes humanités n'avaient pas. Par conséquent, ne soyons pas étonnés de voir des pyramides d'Égypte si majestueuses, car elles ont été élevées grâce à l'apport de gens qui possédaient des pouvoirs psychiques énormes. Cette ingénieuse période propice à ces grands travaux ne serait plus d'actualité. Notre humanité aryenne se dirige vers des pouvoirs mentaux au détriment des psychiques qu'elle a perdus. Donc les psychiques qui permettaient aux humanités, notamment l'humanité lémuro-atlante, à élever de très grandes murailles et de très grandes pyramides, nous est à présent nous est impossible de le faire. Nous est impossible de réaliser ce genre d'élévation. Nous n'avons plus ces pouvoirs psychiques. Ces pouvoirs psychiques sont encore que, bon, il existe des sorciers qui ont certains pouvoirs au niveau 6 de la descente, mais qui n'ont pas véritablement cette possibilité psychique très accrue, très évoluée. Très évoluée. Donc, avant d'entamer l'histoire de l'Atlantide, voyons d'abord comment furent créées les races. Toute personne s'édifie grâce à 7 niveaux de conscience ou 7 niveaux de perfection, comme nous le montre le schéma suivant. Le schéma suivant, je vous le transmets. Alors, il existe Atma, Buddhi. Ce sont deux niveaux de conscience excessivement hauts, excessivement puissants, qui n'ont pas encore été atteints par l'homme. Ce fut la main de Dieu qui déposa ces 2 niveaux de conscience dans l'homme après la séparation des sexes lors de la 3e race. C'est ce qu'on appelle la création divine. Il y eut ensuite la création élohite, les Elohim. Qui sont les Elohim? Ce sont les anges solaires et des anges lunaires. Les anges solaires, les Agnish Vatapitri, comme les appelle Blavatsky, sont des anges solaires qui apportèrent à l'homme le mental supérieur, c'est-à-dire le corps causal, cette foi conscience qui doit s'unir à Atma et Buddhi afin que nous découvrions l'éternité et l'immortalité. Et le corps mental inférieur qui est la réflexion dont nous sommes tous capables non seulement d'agir avec cette réflexion, cet entendement, mais de la perfectionner. Il y a ensuite, dans cette création élohite, les anges lunaires, qui apportent quoi? Qui apportent le corps vital et le corps astral. Il y a ensuite le dernier strate, qui est le physique éthérique, qui a été apporté par, c'est ce qu'on appelle la création jéhovite. Jéhovah, qui est Jéhovah? C'est l'Adam Kanmon, comme je vous l'ai expliqué dans mes précédentes conférences. C'est l'Adam Kanmon, l'Adam premier, qui devient après, à la séparation des sexes, qui devient Adam second, c'est-à-dire Adam et Ève. Voilà. Donc, c'est cette création de l'Adam Kanmon. L'Adam Kanmon, n'oublions pas qu'il était androgyne. Autrement dit, qu'il était inapte à ce que la civilisation perdure. Elle n'aurait vécu que l'espace d'un moment.
les androgynes étant tous décédés, il n'y aurait pas eu de renouvellement de la race. Comme c'est le cas maintenant avec la séparation des sexes et avec les hommes et les femmes. Voilà. Donc c'est autre chose maintenant. Ainsi, avant la séparation des sexes, qui a eu lieu il y a 18 millions d'années, dans la race ou humanité lémurienne, il y a la première race ou humanité qui est éthérée, nuageuse, phantomatique. Ils se désolidarisent de leur corps éthéré comme ils veulent et meurent donc quand ils le veulent, quand ils l'ont décidé. La deuxième race, l'humanité éthérée, hyperboréenne, elle est née de la sueur, nuageuse, fantomatique. Eux aussi, les occupants de cette race se désolidarisent de leur corps éthéré quand ils le veulent et donc meurent quand ils le veulent. La troisième race, l'humanité lémurienne, 60 pieds de haut, hein, ils sont très grands, s'unissent à partir de la séparation des sexes des millions d'années à des races animales, à des géants, à des pygmées. La première partie de cette troisième race, jusqu'à la quatrième sous-race de cette troisième race, est pure. Les fils de la sagesse s'incarnent dans cette race racine et produisent par le pouvoir de la volonté et du yoga des descendants appelés les fils du brouillard du feu, ou plus tard appelés les fils de la volonté et du yoga. Ils sont déjà animés du couple divin, bien sûr, Atma Bouddhi, mais ne produisent pas de descendants. Il y a 18 millions d'années, la séparation des sexes. L'Adam Kadmon, l'homme androgyne, ou Adam Ier, se transforme en Adam Second, Adam et Ève recouvert d'une tunique de peau et plongé dans l'amertume, la décrépitude et la mort, comme chacun sait. C'est à partir de là que commence le karma de l'humanité. À partir de là. Les Lémuriens édifient des villes colossales, se servent de la lave, de la pierre blanche de marbre des montagnes et de la pierre noire de feux souterrains. Les premières grandes villes lémuriennes sont construites sur l'île de Madagascar. La taille des Lémuriens commence alors à tomber et une majorité lémurienne s'est déjà assoupie dans l'iniquité et le péché, sauf la hiérarchie des êtres disciples des fils de la volonté et du yoga, appelés un peu plus tard les fils du brouillard du feu. Après la séparation des sexes et à la fin de cette civilisation, troisième civilisation, les derniers descendants de la Lémurie sont représentés par des statues des deux sexes découvertes sur l'île de Pâques. Beaucoup d'entre eux ont acquis des connaissances divines, mais suivent volontairement la voie de gauche, celle du péché. Seuls les élus de la Lémurie trouvent refuge dans la fabuleuse Shambhala, dans le désert de Gobi. Shambhala qui est le lieu de la grande loge blanche universelle, où sont tous les grands initiés, où se trouvent tous les grands initiés, notamment le Bouddha, Mohamed, Jésus, etc., etc. Vient ensuite la quatrième race, l'humanité atlante. Leurs représentants sont plus petits, mais ces Atlantes érigent de grandes statues, notamment les statues de Bamiyan, qui ont été dégradées récemment par les talibans, on se rappelle, hein, et qui représentent 5 statues de Bouddha. Elles sont l'œuvre des Atlantes. Vers la fin de cette quatrième race, l'œil de Shiva commence à s'atrophier. Car les Atlantes ont abusé de cette force spirituelle, et celle-ci s'altère considérablement. C'est donc le corps spirituel, Ajna,
en relation avec des points dans le cerveau. Ajna étant éthérique et astral, le ajna éthérique est en relation avec deux points dans le cerveau qui sont en relation eux-mêmes avec deux points plus en profondeur dans le cerveau. Il y a le point du haut, qui est l'épiphyse ou la glande pinéale, et le point du bas, qui est l'hypophyse. L'hypophyse est en relation avec Bouddhi, donc reçoit des informations de Bouddhi, qui vont directement au cœur, et l'épiphyse ou la glande pinéale reçoit des informations de Atma, encore de plus grosses informations, des informations extraordinaires, qui sont rarement données à l'homme, car l'homme n'a pas véritablement encore conquis Ajna, bien que certains disent avoir le troisième œil, hein, disent avoir la science infuse et la possibilité de voir les mondes, des mondes autres que les nôtres, et de voir un petit peu dans l'avenir ce qui se passera. Bon, je reste dans le doute par rapport à tous ces gens. Je reste dans le doute. Donc voilà, c'est le début du lourd karma Atlante que notre cinquième race doit encore payer. Nous sommes sous l'empire ou sous l'emprise de ce karma Atlante que nous devons payer. Toutefois, les capacités psychiques d'Ajna ont persisté jusqu'à la cinquième sous-race de cette quatrième race. Donc ils ont eu des pouvoirs psychiques jusqu'à la fin de leur race, jusqu'à l'effondrement de l'Atlantide, selon Platon, n'est-ce pas, de l'Atlantide dans les eaux de l'Atlantique. Il est intéressant de savoir que la partie atlantique de la Lémurie constitue la base géologique de ce que fut l'Atlantide. En fait, l'Atlantide n'est que le prolongement de la Lémurie. Les Atlantes se sont donc développés à partir d'un noyau lémurien situé au milieu de l'océan Atlantique. Autrement dit, de nombreuses îles lémuriennes ont fini par former le grand continent Atlante. Puis, les premières grandes eaux du déluge, le premier déluge, celui d'il y a 8 millions d'années, avalent d'abord 7 grandes îles Atlantes. Ensuite, il y a le deuxième déluge, il y a 850 000 ans, qui avale une grande partie de l'île Atlante. Tous les saints sont sauvés, les impies détruits, ainsi que les magiciens noirs et les sorciers. Enfin, le troisième déluge, il y a 11 500 ans, décrit par Platon, enfonce définitivement l'Atlantide sous les flots. Il y a eu récemment la découverte d'une longue galerie, d'un long couloir au sein de la pyramide de Khéops. Il est long de 9 mètres, haut de 2 mètres et large de 2 mètres également. Cependant, la hauteur est en fuseau comme cela, hein, est en équerre. Cependant, les roches latérales ne sont pas bien ajustées. Conduit-il à une salle atlante? Point d'interrogation. L'avenir nous le dira. D'autant plus que la recherche myomique, les myomes, la recherche myomique, qui s'effectue sur la pyramide de Khéops depuis 2016 à peu près, recherche des cavités dans la pyramide. Elle en a trouvé 2 grandes cavités de 30 mètres de long au-dessus du couloir qui conduit à la chambre du roi. Vous savez, le grand couloir qui conduit à la chambre du roi. Au-dessus, il y aurait 2 grandes cavités, une d'une trentaine de mètres de long et une deuxième un peu plus petite, qui sont peut-être des chambres atlantes. On ne sait pas. On verra. Edgar Cayce et les écrits bouddhiques annoncent l'arrivée de l'Antéchrist à la fin de l'ère des poissons. Ainsi aux alentours de 2100, début de l'ère du Verseau. Une brillante civilisation, celle de l'Atlantide, emploie des métaux
qu'elle ajuste à des machines qui sont en passe d'être redécouvertes, ces machines. Elle maîtrise la gravité avec des ondes sonores. À cette époque, toutes sortes de machines volent dans les airs et voguent sur les eaux. Toutes ces machines fonctionnent grâce à l'emploi de cristaux d'énergie. D'ailleurs, l'oricalque n'est qu'un minerai à l'intérieur duquel se trouvent des cristaux et grâce auxquels ont été construits des temples et de grandioses forteresses. Des centrales d'énergie bien différentes des nôtres existent sur l'Atlantide. Ces centrales emploient un puissant cristal qui utilise la puissance du soleil. Une machine centrale fonctionne donc en tant que catalyseur de cette source solaire et envoie ensuite un rayonnement dans plusieurs directions. Cette machine centrale est un grand temple de guérison qui se présente donc comme un hôpital. Des marches et des colonnes ouvrent le passage à qui veut bien s'y engouffrer. Cet hôpital est constamment ouvert, accessible à tous. Un plateau surplombe la salle centrale et celle-ci est construite sur une pyramide. Tout autour de cette salle s'échelonnent des cabines de guérison qui font le bonheur des malades. Des cristaux font office d'inducteurs de signaux qui se transmettent sur des personnes venues là pour guérir. C'est un hôpital futuriste. Les ondes de cristaux se propagent sur des nourrissons venant de naître et elles leur apportent santé et vigueur. En cas de problème de santé plus grave, les patients sont placés devant un mur de cristal qui leur apporte des rayons adéquats et leur permet de vivre à nouveau. Tout cela est bien mystérieux, mais réel. On soigne donc les gens avec l'énergie des cristaux, ce que nous serons amenés à faire dans un avenir plus ou moins proche. Nous verrons. Mais, comme toute civilisation ayant connu une apogée, elle sombre progressivement dans la décadence. Les dirigeants atlantes sont devenus très arrogants et conduisent des expéditions injustes contre d'autres civilisations sur Terre. La civilisation atlante du roi Viracocha, V-I-R-A-2-C-O-C-H-A, se meut entre des gens riches et puissants et des gens plus démunis. Il y a 10 royaumes au sein desquels se trouve une ville centrale, la capitale. Il y a aussi le nord, adorateur du taureau, qui fuit avant le dernier grand cataclysme vers l'Égypte et la Crète. Et le sud, qui fuit vers l'Amérique du Sud. La surproduction des cristaux et la vanité des dirigeants atlantes conduit l'Atlantide à périr sous les eaux de l'Atlantique. Mais des éléments atlantes se déploient avant le grand cataclysme d'il y a 11 500 ans. Se trouverait à présent sur le plateau de Gizeh, je ne vous dis pas ça comme une certitude, mais nous verrons dans quelques années ce que cette hypothèse donne comme réalité. Se trouverait à présent sur le plateau de Gizeh une ville atlante en relation avec les grandes découvertes de cette civilisation. D'ailleurs, le mur construit depuis 2002, à proximité de la grande pyramide de Khéops, en est peut-être la preuve. Il s'agirait d'une grande salle contenant des trésors archéologiques non encore divulgués à l'humanité. Attendons. Avant de parler de l'Atlantide de Platon, penchons-nous sur les différents niveaux d'énergie qui sont dispersés sur notre corps physique et sur les chakras qui s'y trouvent. Il y a donc 7 niveaux d'énergie qui se juxtaposent les uns sur les autres sur notre corps physique. Donc notre corps physique a quelques microns
microns, de nanomètres, de quel nanomètre se situe le corps éthérique, puis le corps astral, puis le corps vital, puis le corps du mental inférieur, le mental supérieur, etc., etc. Donc nous avons le physique éthérique, le corps astral, le corps vital, le corps mental inférieur, le corps mental supérieur, le corps causal, qui doit s'unir à Atma et Bouddhi afin de former la triade éternelle de l'être, la semence, de revenir à la semence éternelle de l'être. La semence éternelle de l'être est faite de trois niveaux, hein, Atma, Bouddhi, Manas. Mais Manas n'est pas encore conscient. Il n'est pas encore passé à travers toutes les souffrances et vicissitudes que exige le karma individuel et le karma d'humanité. Donc nous avons encore à voir et à souffrir. Donc nous avons le cinquième niveau, le corps mental supérieur, le corps causal, la sans-conscience, le corps bouddhique et le corps atmique, Atma. Voyons ce que j'ai écrit plus tard. À l'intérieur de ces niveaux, il y a les chakras au nombre de 7 en tout. Alors on parle du bas, le Muladhara chakra, c'est le chakra sacral, le chakra pubien, le Svadhisthana chakra, le Manipura chakra, le plexus solaire, le Manipura chakra, l'Anahata chakra, le chakra du cœur, le Visuddha chakra, le chakra de la gorge, le chakra thyroïdien, Aja chakra, le troisième œil, en relation bien sûr avec les fameux 2 niveaux dont je vous ai parlé, de la glande épiphyse pinéale et de la glande hypophyse, et le Sahasrara chakra, le chakra coronal. Donc 7 chakras. Les Lémuriens n'ont que les 2 premiers chakras, le Muladhara et le Svadhisthana. Ils sont d'abord éthérés, puis vient la séparation des sexes il y a 18 millions d'années. Ils découvrent alors le corps physique et la force sexuelle. Tous les maîtres spirituels de ces Lémuriens ont déjà un corps physique et maîtrisent le yoga et le tantrisme. Cette race découvre le plaisir sexuel, mais ne maîtrise pas les limites du plaisir charnel. Cette race s'éteint donc, car elle ne maîtrise pas ces 2 premiers chakras. Quand on ne maîtrise pas les chakras, on est sujet à la mort et à la décrépitude. C'est pour cette raison que je vous ai parlé du tantrisme blanc. Bon, ai-je fait une erreur ou pas, je ne sais pas. L'avenir me le dira, qui nécessite la non-éjaculation chez l'homme comme chez la femme. Pas d'orgasme chez la femme, mais pas d'éjaculation chez l'homme, afin que les semences se transforment en de subtiles semences alchimiques, etc., etc. Donc je vous ai parlé un petit peu plus tard, un petit peu avant, je vous ai parlé du chérubin hermaphrodite. Voilà. Donc, cette race découvre le plaisir sexuel, donc les Lémuriens, mais ne maîtrise pas les limites du plaisir charnel. Cette race s'éteint donc, car elle ne maîtrise pas ces 2 premiers chakras. Ok. Le premier à parler de l'Atlantide est Platon, né en 428, involontaire, et mort en 348. C'est son ami Critias qui lui fait cette confidence reçue de son grand-père, âgé de 90 ans, lui-même attentif à ce que lui racontait son père, du nom de Dropide, proche de Solon, grand législateur athénien, en visite dans le delta du Nil quand il fut approché par un grand prêtre de Saïs qui lui conta l'histoire relatée par Platon dans un triptyque, le Timée, le Critias et l'Hermocrate. Le premier livre, le Timée, nous est parvenu intact. Le second, le Critias, n'est pas terminé. Et le troisième est introuvable. Il a disparu. Voilà, disparu. Peut-être qu'on le retrouvera tant un jour, peut-être. Cette île est très grande, supérieure à celle de l'Australie actuelle. Plus grande, disait Platon, que la Libye et l'Asie d'alors réunies. Elle est composée de 10 royaumes.
au centre duquel se situe la capitale. Elle n'a peur de rien et est surtout conquérante. Par ailleurs, les Atlantes découvrent le chakra du plexus solaire, le Manipura chakra, et celui du cœur, l'Anahata chakra. Viennent donc la découverte du corps astral, celui des désirs, et du corps mental, autrement dit le début de la réflexion. Ils découvrent donc le plaisir à travers des possessions extérieures. Ils vont extrêmement loin dans les dérives liées à l'ego. En outre, ils maîtrisent considérablement l'astral, les forces psychiques. Et il y a donc une bataille acharnée entre les mages noirs qui maîtrisent ces forces en vue d'assouvir leur désir égotique et les mages blancs qui maîtrisent aussi ces forces, mais pour le bien de la communauté. Les Atlantes sont donc très évolués au niveau de l'astral. Ils tombent aussi très vite sous la puissance de l'ego, de l'égoïsme, à un niveau extrêmement élevé. Cela fâche le divin. Et il y a donc de nombreux déluges, dont 3 principaux. Par conséquent, il y a une disparition, non pas brutale, mais successive, sur de très longues périodes, de cette grande île qu'est l'Atlantide, qui disparaît d'une façon inopinée et catastrophique il y a 11 600 ans. À présent, on arrive à la race aryenne, notre humanité présente, plus évoluée, qui a une certaine maîtrise du mental inférieur, ce qui lui permet de faire le pont entre la matière et la vraie spiritualité. Malheureusement, cette humanité n'a pas encore accès à la triade supérieure de l'être, à la semence éternelle de l'être, au corps véritablement divin en l'homme, Atma Buddhi et le Manas. Manas qu'il faut raccrocher à l'Atma Buddhi, afin que cette soit conscience inconsciente d'elle-même jusqu'à présent devienne consciente. Il lui faut devenir consciente. Il y a donc de nouveaux challenges pour cette race, notamment sortir une fois pour toutes du corps astral, celui des désirs, et du corps mental inférieur, celui de l'ego, afin de monter vers des strates de conscience beaucoup plus hautes. Malheureusement, elle est encore dans l'ego. Les plus éveillés sont ceux qui regardent vers le haut. Tout le challenge consiste à nous unir au divin, mais on reste encore bloqué dans les émotions et la réflexion. Unissons-nous au divin et nous aurons accompli notre mission. Facile de le dire, mais difficile de le faire. Très difficile de le faire. Développons l'intuition et l'imagination. L'intuition et l'imagination peuvent nous apporter beaucoup, parce qu'elles sont du niveau du corps causal déjà. L'intuition pure, hein, et l'imagination. L'intuition pure que je considère comme une force considérable, bien plus supérieure à l'imagination esthétique, dont parle Aristote énormément. Bien plus haute. La civilisation égyptienne s'est créée entre les rois Phocos et Ptolémée. En Égypte, il y a donc des périodes qui s'acheminent des rois Phocos à travers les dynasties prétinites, Ménès, l'édification des pyramides, les différentes batailles en vue de s'accaparer cette terre fertile du Nil et les 30 dynasties jusqu'à Ptolémée. Mais il y a les dynasties divines que les égyptologues ne veulent pas voir, justifiant qu'elles sont divines, donc intouchables, ce qu'on appelle la mythologie égyptienne. Toutefois, les 3 dynasties prétinites sont atlantes. Elles ne sont pas noires, mais elles sont atlantes. C'est à cette époque que les pyramides sont construites, sous les prétinites, donc bien avant, quelques siècles avant la construction par Khéops, de cette fameuse pyramide, qui nous émeut tant, parce que c'est une pyramide qui est muette, il n'y a pas d'hiéroglyphe. Il n'y a aucun hiéroglyphe qui nous donne une sortie valable, une sortie réjouissante. C'est une pyramide muette. Toutefois, les 3 dynasties prétinites sont atlantes.
C'est à cette époque que les pyramides sont construites, par des moyens qui nous sont inconnus, mais qui sont surtout psychiques. Le psychisme a une valeur incommensurable à ce niveau-là. Donc on peut toujours essayer de fabriquer des systèmes mathématiques, etc., même très sophistiqués, pour expliquer comment des blocs de pierre de plusieurs centaines de tonnes peuvent déambuler de 10 mètres, par exemple, à 40, 50 ou 80 mètres. On ne pourra pas expliquer véritablement comment ont été construites les pyramides, si ce n'est par la puissance psychique. Ces maîtres étaient très puissants psychiquement et avaient la possibilité de soulever ces pierres de plusieurs tonnes et de les ajuster au millimètre près les unes sur les autres, ces pierres. Donc, mais il y a des dynasties divines que les égyptologues ne veulent pas voir, justifiant qu'elles sont divines, donc intouchables. C'est la mythologie égyptienne. Toutefois, les 3 dynasties préténites sont atlantes. C'est à cette époque que les pyramides sont construites par des moyens qui sont inconnus, mais qui sont surtout psychiques. Les Atlantes maîtrisent le son. D'ailleurs, tout dans l'univers est son. On arrive même à soulever de nos jours des objets par le son. Donc pourquoi pas, en ce qui concerne ces comptoirs à Atlante, installés en Égypte, leurs sages et maîtres n'auraient pas pu soulever d'immenses murailles de pierre, rien que par le son sur leurs lèvres et dans leur tête. Ces Atlantes utilisent la pierre et le métal. Les grandes pyramides sont des lieux initiatiques où les participants reçoivent des initiations très élevées, très poussées. L'humanité atlante était à ce niveau supérieur à la nôtre. Dans le Mahabharata et le Ramayana hindou, on parle de vaisseaux terrestres transportant des centaines de voyageurs. L'Atlantide, d'une superficie égale à celle de l'Australie, s'est donc effondrée au cœur de l'Atlantique. Et les preuves de l'existence de cette immensité, de cette humanité disparue, sont à rechercher au cœur de ce trou qui n'est plus béant, mais qui s'est refermé sous des centaines de millions de mètres cubes de vase et de débris. Des vestiges de l'Atlantide, qui datent d'avant le deuxième déluge, seraient à chercher au sommet de certaines montagnes, qui se sont soulevées après l'effondrement de grandes masses rocheuses. Quand on voit certains menhirs édifiés tout au long du globe terrestre, on peut penser à des points d'acupuncture installés par ces humanités précédentes pour diriger certains vaisseaux de l'espace venus des confins très éloignés de notre galaxie ou de notre univers. Les statues de l'île de Pâques sont des géants de pierre érigés par les Lémuro Atlantes. Surtout pas les Atlantes, mais par les Lémuro Atlantes. Parce que les Atlantes découlent des Lémuriens. Sans les Lémuriens, les Atlantes n'auraient pas été. Notre humanité actuelle doit donc s'élever en conscience, être dans l'ouverture de celle-ci. Faire attention à ce que nous faisons est notre priorité. Car sinon, nous irons nous aussi vers la destruction de notre civilisation, vers cet orgueil atlante qui a été si maléfique pour l'Atlantide. Plus on ignore l'autre, plus on va vers les abysses. On s'égare donc très loin de notre lien spirituel entre l'homme et Dieu, entre le physique éthérique coordonné par les plans astral et mental inférieur et la semence éternelle de l'être. Le drame atlante fut qu'ils s'éloignaient de l'évolution de leur conscience. Il faut donc stopper l'humanité dans ses excès illusoires. Il est encore temps d'agir car la fuite temporelle est extrêmement rapide. Nous sommes entrés dans le cycle de Saturne, celui du karma planétaire et individuel. Toutefois, la mondialisation nous tue. À nous de choisir entre le chaos et la lumière. Notre seule issue est la lumière. Regardons vers le haut et non vers le bas. Détruisons notre petit ego afin que le grand ego, notre soi-conscience, notre corps causal, s'assoie à sa place. Donc le corps causal a un grand ego qui doit s'asseoir à la place de notre petit ego. Notre petit ego doit se lever
doit dire, je vous en prie, Cortégo, asseyez-vous à ma place, vous y serez bien. Car la 6e race ou humanité qui nous succède dans 10 siècles ne nous fera pas de cadeau et parlera de nous comme d'une civilisation décadente, engloutie dans l'orgueil, l'avidité et la luxure. L'aide vient toujours de l'extérieur, des êtres de lumière qui ne font qu'appliquer la sentence bien connue des maîtres de sagesse qui dit « savoir, vouloir, oser se taire ». Ces maîtres se taisent donc, car il n'est pas dans leur essence d'aller à l'encontre du karma de l'humanité. S'ils le voulaient, ils pourraient tout arranger, mais ils ne le font pas, car cette voie leur est interdite. L'être humain doit accéder à l'évolution par lui-même. Il doit apprendre la voie de la sagesse et ne pas se laisser distraire par des jouissances subtiles. Heureusement que les bodhisattvas, on nous en a parlé des bodhisattvas, ce sont les maîtres de sagesse. Ces maîtres de sagesse ont préféré stopper leur évolution par amour pour l'humanité souffrante. Ils sont donc restés ou revenus, sinon sur Terre, ce serait le chaos total de la densité. Ce sont les gardiens de l'humanité, de la grande loge blanche universelle, incapables de s'attarder dans la bêtise humaine. Par conséquent, les maîtres de sagesse n'ont pas le droit d'interférer dans les affaires humaines. Mais ils sont là, pensons à Cagliostro, au comte de Saint-Germain et à d'autres. Avec la semence éternelle de l'être, présente en nous, en tant qu'Atma Bodhimanas, nous avons la possibilité de toucher les plus hauts sommets de l'évolution universelle. Nous sommes donc des dieux en puissance. Et les maîtres de sagesse attendent que nous nous devenions en acte. Donc nous sommes en puissance, devenons-le en acte. On est sur cette terre pour aider les autres et non pour les convaincre. Ces maîtres de sagesse sont liés non seulement avec le logos planétaire, mais à toute la galaxie, à toutes les intelligences qui nous observent. Après tous les cataclysmes que nous avons déjà vécus, par nos propres morts dans nos vies précédentes, des cataclysmes qui nous attendent ne sont pas plus grands que ces derniers, car mort il y aura au bout. Nous sommes donc tous liés les uns aux autres à travers notre triade supérieure de conscience. L'enseignement hermétique n'a pas été inventé, il est l'héritage de la civilisation atlante et des autres avant elle. Au début du premier millénaire, Ammonios Sakas, Plotin, Porphyre, Proclus et d'autres nous ont donné cet enseignement hermétique qui n'est autre que la tradition d'Hermès. Chaque système ésotérique et hermétique est constitué de 7 niveaux. Ammonios Sakas, comme Socrate, n'a rien écrit, mais a donné un enseignement oral que ses élèves ont transmis aux générations suivantes. Porphyre, parlant de son maître, disait de lui qu'il n'avait jamais rencontré un être aussi resplendissant qu'Ammonios Sakas. La théosophie est née à cette époque. De nos jours, Blavatsky a transmis, grâce à l'appui des maîtres de sagesse que sont Javalkul et Koutoumi, la tradition hermétique, dans son chef-d'œuvre, La doctrine secrète. Alice Bailey, Franz Barnot, George Schlomer et Morrison ne sont que les continuateurs de cette doctrine. Tous ces auteurs nous donnent le moyen d'augmenter notre évolution de conscience à un très très haut niveau. Élevons-nous en conscience à un très très haut niveau et nous serons récompensés 10 000 fois, 100 000 fois par la divine providence. Depuis un certain temps, on parle de pouvoir psychique. Mais ceux-ci appartiennent encore à l'ego. Ils sont donc extrêmement dangereux, les pouvoirs psychiques dont on parle. On est toujours dans le monde astral, physique et psychique, c'est-à-dire dans l'humain. Il faut fuir ces pouvoirs psychiques afin d'aller vers de plus hautes capacités intuitives et imaginatives. Fuyons la maya hindoue. Maya, c'est l'illusion hindoue. Le vrai travail spirituel nécessite aspiration,
volonté, courage, abnégation, persévérance, et surtout suivre la maxime suivante, savoir, vouloir, oser se taire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au. Si certains m'ont écouté jusqu'au bout, je pense qu'ils recevront une certaine initiation de petit niveau, certes, mais une certaine initiation. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.